Oui, nous sommes avec le docteur Ibrahima Yaya du Niger. Ibrahima Yaya, vous êtes le directeur exécutif adjoint pour le Sahel à International Crisis Group. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation, Ibrahima Yaya. Bonjour, monsieur. Moi, je suis directeur adjoint pour le Sahel, plutôt que directeur Voilà. exécutif. Ibrahima Khan, la première visite du président Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la CEDEAO, il a reçu mandat auprès de ses homologues chefs d'État de faciliter le rapprochement entre CEDEAO et AES. Alors, que traduit réellement la portée politique de cette première visite? Bon, d'abord, ça veut dire que l'AES et la CEDEAO ont repris langue, ne serait-ce que formellement. Mais à y regarder de près, on peut dire que ce processus-là a commencé depuis mai, lors de la réunion que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal avait organisée sur la paix et la sécurité dans la sous-région. Vous vous rappelez qu'à cette époque, les 3 ministres chargés des relations extérieures du Burkina Faso, du Niger et du Mali étaient venus assister personnellement à cette réunion. Et je me souviens encore, lors d'un des ateliers, le ministre des Affaires étrangères du Mali disant que la confiance était en train de renaître entre les pays. Et donc, le fait que le président du Sénégal ait été maintenant nommé président en exercice pour 1 an de la CEDEAO donne maintenant les coups de franche à la diplomatie sénégalaise pour engager ce dialogue avec les États de l'AES. Et si on s'en tient au communiqué de la conférence des chefs d'État, je pense que le dialogue va se dérouler sur un certain nombre de plans. Premièrement, la question sécuritaire, qui constitue une question importante pour tous les pays de la région. Deuxièmement, la séparation entre la CEDEAO et l'AES. Vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas un document qui sanctionne cette séparation. On vient juste de nommer un facilitateur du côté de la CEDEAO, qui est le négociateur en chef, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Et il s'agit pour lui maintenant d'engager le dialogue sous la supervision du président sénégalais. Et le dernier point, c'est la question économique. Et quand je dis économique, c'est au sens le plus large qui inclut la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région, qui est quand même aujourd'hui quelque chose de très important parce que beaucoup des pays de la sous-région sont dans une situation de crise économique et il faut trouver une solution à ces problèmes-là ou au moins un commencement de solution à ces problèmes. Ibrahima Yaya. Alors, Ibrahima Yaya, sur la même question, quelle est la portée politique de la première visite du président en exercice de la CEDEAO? Je parlais du président Bassirou Diomaye Faye au Mali. Elle est plus qu'importante, cette portée de la visite. Je crois qu'il faut surtout noter le fait que c'est une visite qui intervient à un moment particulièrement critique pour non seulement le Mali, mais également les 3 pays de l'AES, mais on peut aussi dire pour la CEDEAO elle-même. Pour le Mali, elle intervient à un moment où, disons, il y a un contexte d'escalade dans le conflit qui oppose les autorités maliennes et le groupe terroriste et indépendantiste. Et il y a 3 mois de cela, on se rappelle bien de l'attaque qui a eu lieu au Mali, qui a fortement secoué le pays et qui a visé 7 des villes les plus importantes du pays. Je ne reviendrai pas sur ces attaques elles-mêmes, mais je voudrais qui est une ampleur exceptionnelle, mais qui ne constitue pas un événement rigolé. Elle représente au contraire la manifestation la plus spectaculaire d'une évolution stratégique que l'on a vue. C'était développé au Mali, mais aussi dans les 2 autres pays de l'AES. Je pourrais expliquer ce que je pourrais dire par évolution stratégique.
Mais au moins, il faut remarquer que, les deux deviennent de plus en plus cibles de ce groupe-là. Il y a une volonté de ce groupe d'attaquer de plus en plus au secteur économique de ces États. La voie qui relie le Sénégal et le Mali est constamment attaquée et perturbée par les événements, par ce groupe-là. Et troisièmement, on a tendance à avoir un groupe qui développe ils ont une approche politique de ce conflit dont on n'a jamais vu. Donc, on est face à une escalade majeure qui ne concerne pas que le Mali et dont la région toute entière a besoin de se mobiliser pour y faire face. Donc, moi, je vois dans cette visite du président du Sénégal une opportunité pour disons, discuter avec les autorités maliennes et au-delà avec les pays de l'AES pour le besoin de trouver une solution régionale à ces problèmes qui concernent toute la région une fois de plus. Donc, elle vient à un moment très opportun et j'espère qu'elle aboutira disons, à cette solution régionale dont j'ai fait mention. Est-ce le début de la médiation dans la crise sécuritaire ou est-ce un premier pas vers une séparation à l'amiable entre CEDEAO et pays de l'AES? Ça, il faut le reconnaître. Les pays de l'AES ont déclaré qu'ils sont séparés de la CEDEAO. Il y a depuis janvier 2024, le divorce a été acté en début de 2005. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de négocier les termes de cette séparation-là. Et donc, il y a eu un moment où les pays de la CEDEAO avaient espéré convaincre les États de l'AES de revenir sur leur décision de sortie. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est tous convaincus que le retour n'aura pas lieu et que le divorce devrait être acté. Il faut juste négocier les termes de ce divorce dans le sens que le divorce n'est pas de conséquences que l'homme sur la population a pu accomplir. Et donc, je crois que cette visite devrait lancer les bases pour ces négociations-là. Alors, cette visite a été symbolique, comme vous le constatez. Oui, le point avec notre reporter Abdoulaye Diop qui revient sur les enjeux de la visite, cette première du président en exercice de la CEDEAO, le président Bassirou Diomaye Faye à Bamako. C'est une visite de travail et de solidarité que le président Bassirou Diomaye Faye a effectuée au Mali. Ce premier déplacement depuis son accession à la présidence en exercice de la CEDEAO s'inscrit dans un contexte régional marqué par de profondes recompositions politiques et diplomatiques. Visite qui intervient alors que les relations entre la CEDEAO et la Confédération des États du Sahel regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger connaissent une nouvelle phase. Malgré le retrait des trois pays sahéliens de l'organisation sous-régionale, les échanges se poursuivent autour des préoccupations communes, notamment la sécurité, la stabilité et le développement économique. Et justement, pour éviter de bloquer le dialogue, le président sénégalais a adopté une approche pragmatique. Les échanges sont restés strictement bilatéraux et il a sciemment évité de citer publiquement la CEDEAO et l'AES, privilégiant une diplomatie de bon voisinage et de décrispation. C'est ainsi sur la lutte contre le terrorisme. Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé le soutien indéfectible du Sénégal au Mali. Ils ont échangé sur une coordination militaire renforcée, mais pas que. Les deux homologues ont abordé aussi la situation sécuritaire dans l'espace sahélien, les échanges économiques, les questions humanitaires ainsi que les perspectives de dialogue entre la CEDEAO et l'AES. Ibrahim Akan, notre reporter a fait le compte-rendu en revenant et en insistant sur les échanges entre les deux chefs d'État. Sur le plan d'abord bilatéral, je pense que ces échanges ont été, ou bien donnent un aperçu de ce que va être véritablement les grandes orientations par rapport aux objectifs que se fixe le président en exercice, le président Bassirou Diomaye Faye. Alors, dans les relations entre le Sénégal et le Mali,
depuis la rupture AES-CEDEAO, il n'y a pas eu de, comment dirais-je encore, il y a toujours eu conversation entre les deux pays. Vous savez, le Mali utilise beaucoup le port de Dakar. Le Mali a besoin du soutien du Sénégal pour faire transporter une partie de ces marchandises sur le territoire depuis les attaques que les groupes djihadistes avaient commencé à mener. Et ensuite, le Sénégal lui-même exporte énormément vers le Mali. Donc il y a toujours eu contact. De mon point de vue, ce qui donne comment dirais-je, un cachet spécial à cette visite, c'est le fait que Bassirou Diomaye Faye, maintenant avec son manteau de président en exercice de la CEDEAO, va voir les autorités maliennes peut-être pour jauger leur volonté d'aller de l'avant dans la recherche de la sécurité, parce que il faut quand même pas oublier que la sécurité des États du Sahel central et la sécurité des États de la côte sont liées. Et que si ça se dégrade comme ça l'est actuellement au Mali, et je pense Ibrahim l'a rappelé tout à l'heure, ça risque aussi d'affecter tous les États de la région. Donc, ils ont un intérêt, et le sommet avait même engagé le nouveau président de la Commission à commencer les discussions pour voir comment, d'un point de vue sécuritaire, on peut apporter un soutien à ces États. Ça, je pense que c'est déjà dans le pipeline. Mais le deuxième aspect de la visite, et ce n'est pas un hasard, si cette visite a eu lieu un jour après la visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères à Alger. Et donc ça veut dire que la question du dialogue, parce qu'on ne peut pas avoir de paix si sur le terrain les groupes djihadistes continuent de dominer, et si aussi il n'y a pas de disposition au niveau des États pour entamer un dialogue avec les groupes djihadistes. Parce que, de toute façon, il faut un jour que tout cela se termine autour d'une table. Alors, pour un Sénégalais qui cherche à comprendre comment les choses se passent, je pense que c'était bon de jauger Alger pour savoir quelles sont les dispositions d'Alger dans le dialogue. C'est aussi aller voir les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens pour voir qu'est-ce qu'eux aussi veulent. Donc, en termes de démarche diplomatique, d'abord tâter le pouls. Tout à fait, tout à fait. Tâter le pouls des acteurs, et puis maintenant, parce que n'oublions pas aussi que Bassirou Diomaye Faye a un agenda bien limité. Un an. Un an. On pourrait même dire maintenant 11 mois, parce que il va commencer. Et donc, en un an, s'il veut vraiment laisser des traces de sa présidence, il faut qu'il agisse vite. Et agir vite, ça veut dire commencer à mieux comprendre la réalité de la situation dans le Sahel, parce que les États de la CEDEAO ne connaissent pas totalement. Il y a différentes initiatives qui sont prises, qui ne sont pas coordonnées. Vous avez le Togo qui a son initiative, vous avez le Ghana qui a son initiative, le Sénégal a un envoyé spécial pour le Sahel. Donc, il va falloir quand même qu'il y ait de la coordination, et pour qu'il y ait meilleure coordination, je pense que c'est le président en exercice qui doit donner le là. Mais vous avez suivi tout à l'heure, Ibrahim a parlé de divorce déjà acté. Oui. Mais c'est comme dans un divorce, dans un mariage normal. Je veux dire, on peut ne pas vouloir rester ensemble, mais il faudra qu'un jour que le juge déclare que le mariage maintenant est nul et non avenu. On n'a pas eu jusqu'à présent de discussion au niveau de la CEDEAO et avec les États de l'AES sur comment régler l'après-divorce. Et Bassirou Diomaye Faye a le profit de l'emploi. Bon, d'abord, c'est quelqu'un... Rappelez-vous qu'il y a, juste après sa nomination, il y a 2 ans, il avait été délégué par la même conférence des chefs d'État avec le président du Togo pour commencer les négociations. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est nouveau. Il connaît une partie des problèmes. Peut-être que sa visite-là, c'est pour se mettre à niveau de la situation, parce que les choses ont évolué en 2 ans. Et maintenant, à partir de là,
travailler sur les différents fronts. Donc, comme je vous ai parlé, et le front de la séparation, bien sûr, est concrètement dirigé par M. Kouyaté, mais le président garde une vue générale de comment évoluent les discussions, parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, il interviendra. Maintenant, pour ce qui est des questions de sécurité et autres, pour moi, c'est là où on attend la CEDEAO. C'est là où on veut voir si la CEDEAO est vraiment dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire une dynamique allant dans le sens de revoir les relations avec les États de l'AES, travailler pour qu'il y ait une stratégie du Sahel pour la CEDEAO. La semaine dernière, on avait même signalé ici la décision du sommet de mettre en place une brigade. Mais ça, ce sont des idées. Mais concrètement, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il va falloir discuter avec les autres. Et ils ont en commun cet objectif de combattre le terrorisme de part et d'autre. Tout à fait, tout à fait. Ils ont en perspective de combattre le terrorisme, mais la manière dont vous savez, dans des situations comme celle du Sahel, pour qu'il y ait un bon dialogue, un dialogue vrai, il faut que les États-là aient quand même un certain nombre de gains au niveau de la guerre, au niveau du territoire. Le Burkina, par exemple, depuis quelques jours, dit avoir reconquis presque 70% de son territoire. Ça, maintenant, ça donne au gouvernement burkinabé plus d'avantages pour aller discuter avec les groupes au niveau du Burkina. Au Mali, ce n'est pas encore le cas. Au Niger, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a beaucoup de choses. Toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse vraiment s'asseoir autour d'une table. Et le président arrive à un moment où il est en train de voir qu'est-ce que la CEDEAO peut faire dans un contexte pareil. Ibrahim Yaya, quels sont les obstacles en rapprochement CEDEAO-AES? Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup d'attentes de part et d'autre. Du côté de l'AES, on accepte de partir, on a décidé de partir, pardon. On l'a fait savoir, on l'a martelé de part et d'autre. La frustration, c'est que c'est d'un côté la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions qui ont été jugées inacceptables par les pays Sahel. On était parti débat. Au fil du temps, la crise a pris d'autres tours. Aujourd'hui, le gap entre les États de l'AES et ceux de la CEDEAO a sécurisé davantage. On parle d'un problème ou d'une perception et d'une perception complètement différente de la manière dont on voit la souveraineté, l'ordre politique. Les États de la CEDEAO pensent qu'ils sont sur la meilleure voie, celle de marteler leur souveraineté vis-à-vis de la communauté internationale, de reprendre en charge leur destinée disons vis-à-vis des acteurs extérieurs, des partenaires. De rupture. Et l'autre côté, côté de la CEDEAO, on donne plutôt une continuité dans le rapport. Donc on assiste à un gap dans la manière dont les deux parties perçoivent, disons, le rôle et le rôle que se sont assignés dans un contexte de souverainisme. Donc là, c'est un obstacle qu'il faudra lever. De notre côté, il y a une crise de confiance qui s'est installée entre les deux. Disons, ce sont des États qui avaient l'habitude de travailler sur différents théâtres dont les armées ont cohabité sur plusieurs théâtres régionaux, sous-régionaux, etc. Mais qu'au moment du coup d'État du Niger, les États de la CEDEAO avaient décidé d'intervenir, menacer plutôt d'intervenir au Niger. Et ça a été très mal vécu par le Niger, mais aussi les deux autres États de la CEDEAO, et a créé une crise de confiance entre les deux. D'un côté, les États de l'AES qui accusent les États de la CEDEAO d'être soumis aux intérêts étrangers et d'être, disons, poussés par surtout la France pour imposer des sanctions, pour adopter cette attitude antagonique vis-à-vis d'eux.
et de l'autre côté, les États de la CEDEAO qui pensent que cette sortie et cette attitude hostile met à mal un processus d'intégration qui est jugé parmi les plus réussis sur le continent. Donc, vous avez de part et d'autre des perceptions antagoniques. Il va falloir, il reviendra aux médiateurs de savoir comment les canaliser et les stimuler de l'avenir. Je voudrais faire un autre point sur les attentes des uns et des autres. Malgré cela, malgré ces obstacles, malgré ces hard feelings qu'il y a de part et d'autre, il y a quand même des signaux positifs. Lorsque l'année dernière, ils avaient décidé d'acter la sortie, un mois après, de part et d'autre, les États de l'AES et ceux de la CEDEAO ont commencé à envoyer des signaux pour marquer, disons, leur intérêt à préserver les acquis de l'intégration, comme je l'ai souligné. Donc, l'idée de la libre circulation des personnes et des biens a été actée jusqu'à ce que les termes de divorce soient décidés. Les États de la CEDEAO avaient accepté aussi de faire appel et d'associer les États de l'AES dans certains des processus liés à l'organisation. Les États de l'AES ont demandé à rester dans 2 protocoles importants de la CEDEAO en tant qu'État non CEDEAO. Il s'agit du protocole du Diaba qui participe de la lutte contre le financement du terrorisme. Ils ont voulu rester au sein de ce protocole-là, malgré leur sortie de la CEDEAO. Ils ont aussi demandé à rester dans le protocole qui lié à la Banque régionale d'investissement de la CEDEAO. Ils bénéficient quand même de beaucoup de projets, d'ailleurs à hauteur de plus de 300 milliards de francs CFA, ou garantis par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. À part cela, il y a aussi chaque État voudrait un peu tirer parti de cela à son compte. Le Burkina, par exemple, qui cherche à maintenir le siège de la jeunesse, ainsi de suite. Du côté de la CEDEAO, on marque aussi l'intérêt de poursuivre la coopération sécuritaire, disons, pour mieux contenir l'expansion de groupes terroristes des États du Sahel vers les pays de la CEDEAO. Donc, il faut dire qu'il y a des hard feelings, il y a des obstacles, mais il y a aussi des signaux positifs qui sont envoyés de part et d'autre pour une meilleure coopération dans l'avenir. Oui, par rapport à ces opportunités qui s'offrent, vous en convenez que l'élément central est et reste la question sécuritaire. À partir de ce moment, faudrait-il aller dans le cadre d'un traitement sur la base d'une plateforme commune et globale aux pays de l'AES face aux pays de la CEDEAO ou travailler sur la base d'une médiation bilatérale, pays par pays? Alors, je crois qu'en ce moment, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours pour disons, repenser la coopération sécuritaire entre les États de la CEDEAO et les États de l'AES. Le Ghana est en avance sur cette question-là. Ils ont proposé un MOU qui devrait joindre des pays volontaires qui voudraient s'associer à ces MOU-là. Et le MOU, disons, l'idée centrale, c'est que les États acceptent de mieux partager les renseignements, de mieux collaborer dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes qui menacent dans le part et d'autres. Alors, la signature de ce MOU est censée intervenir, disons, en fin juillet ou début août, je crois, et que les États qui acceptent de le signer feront partie de cette initiative-là. Il faut rappeler par ailleurs qu'il existait plusieurs mécanismes régionaux avant le divorce qui permettaient une collaboration et une coopération sécuritaire entre les différents pays. Le divorce a mis à et la crise de conscience dont j'ai parlé ont mis à mal ces mécanismes-là, et maintenant il s'agit de repenser et de reconstruire
de nouveaux mécanismes. Et c'est dans ce sens-là dont je parle de l'initiative du Ghana. Il y a aussi l'initiative du Togo qui essaye aussi de trouver une manière d'amener les différents acteurs à mieux collaborer. Au-delà de cela, il y a aussi les initiatives bilatérales, bien sûr. Vous savez, la crise, on parle de deux blocs et la fragmentation de la région en deux blocs. En réalité, il y a beaucoup plus de crises bilatérales que des crises entre blocs de l'AIS, de blocs de la CEDEAO. Quand je parle de crises bilatérales, je parle surtout de cette question, de cette crise acrimonieuse entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a eu des échanges de langage très forts. Il y a cette crise entre le Niger et le Bénin qui a commencé à s'améliorer, mais dont on attend toujours l'issue. Il y avait une crise entre le Niger et le Nigeria, il y a une crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, même si elle n'est pas la plus acrimonieuse de ce soir-là. Donc, c'est en filigrane de la crise entre les deux blocs, c'est aussi des crises bilatérales qui se sont jointes et qui ont compliqué cette affaire-là. Il y a un dégel, un début de dégel dans certaines de ces crises, comme je l'ai mentionné, le Niger et le Nigeria, il y a un dégel, le Niger et le Bénin, le Mali et l'Algérie, que je n'ai pas évoqué, aussi, ainsi de suite. Donc, bien sûr, il y a des initiatives bilatérales qui pourraient permettre aussi de répondre à certains de ces problèmes que j'ai mentionnés. Oui, Ibrahim Makan. Oui, crise multilatérale à l'intérieur d'une même région, complexe comme situation. Il parle de dégel maintenant. Je dirais même plus que de dégel, il y a un retour de la confiance. Retour de la confiance, et je pense que c'est acté depuis début mars-avril. Parce que pourquoi je dis retour de la confiance? Vers la fin de l'année dernière, les pays de l'AES ne voulaient même pas voir l'envoyé spécial de l'Union africaine à l'époque, qui était chargé du Sahel, qui était l'actuel président en exercice, le président du Burundi. Depuis, il a fait une visite officielle. Il y a même eu la visite du président de la Commission de l'Union africaine dans ces pays-là. Et en plus, pour rejoindre ce que dit Ibrahim, c'est qu'il y a eu aussi la visite du nouveau président du Bénin dans les trois pays, qui a vraiment contribué à ramener la confiance entre les États. Mais la confiance, elle est limitée. Ah oui? Elle est limitée parce que, par exemple, jusqu'à présent, après 2 mois de conversation, le Bénin et le Niger ne sont pas parvenus à rouvrir leurs frontières parce que le Niger veut que, pour ouvrir la frontière avec le Bénin, il veut que des troupes étrangères, je pense, aux troupes françaises, qui se trouvent au Bénin, puissent quitter, en tout cas quitter la zone frontalière. Alors que ça pose des problèmes de sécurité parce que c'est justement dans cette zone frontalière qu'il y a des problèmes sécuritaires pour le pays. Donc, il n'y a pas encore de résultats. Le même Burkina Faso, le même Bénin a commencé avec le Burkina Faso des actions conjointes à leurs propres frontières. Parce que s'il n'y avait pas de retour de la confiance, il n'y aurait pas eu ça. Oui. Alors moi, ce que je dis, et je pense que la démarche du président du Sénégalais va dans le sens, on ne peut pas arriver à une solution si on a des initiatives dans tous les sens. Oui. Il vous a parlé de l'initiative du Ghana, mais l'initiative du Ghana, moi, à mon avis, est une initiative qui pose problème. D'abord, l'initiative dit... MOU basé sur les renseignements et autres. Pas seulement sur les renseignements. En fait, c'est un MOU qui dit que chaque État de l'AES peut avoir des relations avec n'importe quel État de la CEDEAO. C'est pourvu que ça vise la sécurisation des frontières, que ça vise à amener la paix. Mais, Bayoumar, au sein de la CEDEAO, les États ne peuvent pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir un accord, surtout sur des questions sécuritaires, où
on ne parle pas de violation de droits de l'homme ou on ne parle pas d'un certain nombre de questions, alors que au cœur de la crise, il y a ces problèmes de violation. Par exemple, lors de la discussion autour de cet accord, de ce mémorandum d'accord que le Ghana avait proposé, ils n'ont même pas mis en exergue les valeurs sur lesquelles doivent se baser ce texte-là. Parce qu'un texte, il doit reposer sur un certain nombre de principes et il doit reposer aussi sur des valeurs qui sont communes. Mais on ne peut pas non plus exclure la dimension bilatérale. Oui, mais même si c'est la dimension bilatérale, parce qu'on a épousé des valeurs, oui, on doit respecter ces valeurs. Dans toute chose qu'un État de la CEDEAO doit faire, le respect des droits de l'homme doit être à son cœur. Le respect de la démocratie et des principes de la démocratie doivent être en valeur. Signer un accord entre un État de la CEDEAO et le truc que tu peux arrêter un opposant et le renvoyer chez lui, c'est contre les règles de la CEDEAO. Donc, il faut faire attention avec ces accords bilatéraux parce que ça ne doit pas être la porte ouverte à n'importe quelle initiative. Et je pense que le travail du président en exercice, le travail de la présidence, du président de la commission de la CEDEAO, c'est de faire en sorte que, oui, on va aller dans des actions communes, mais ces actions communes doivent reposer sur un certain nombre de règles qui sont communautaires, qui sont claires. Alors, ça fait partie des obstacles à lever, par exemple des obstacles au rapprochement, ou éventuel rapprochement entre AES et CEDEAO. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ces questions-là vont être au cœur de la règle de conciliation. Alors, il y a quand même un autre aspect qui nécessite réflexion, c'est la visite du ministre sénégalais de la Souveraineté des Affaires étrangères à Alger. Est-ce que, dans ce cas d'espèce, Alger peut jouer un rôle facilitateur dans le cadre de la médiation entre AES et CEDEAO? Dans la crise du Sahel, Alger a toujours joué un rôle. L'Algérie, il y a même des accords dits d'Alger pour la paix et la sécurité au Mali. Le Niger s'est fâché avec l'Algérie, mais au bout du compte s'est réconcilié avec l'Algérie. Comme le Mali. Voilà, comme le Mali. Oui. Mais et je pense que Bayouma, cette visite-là, elle est aussi alliée au rôle que doivent jouer les autres pays voisins. Lors du sommet, beaucoup n'ont pas payé attention à cela. Le président de la Mauritanie était présent. Il était présent parce que la Mauritanie a des velléités de retourner dans le Sahel. On ne peut pas ignorer le rôle de la Mauritanie. On ne peut pas ignorer le rôle de la Mauritanie et je pense que ça c'est important. On ne peut pas ignorer le rôle de l'Algérie aussi à l'heure actuelle. Donc, aller travailler avec, en tout cas coordonner les initiatives avec ces pays, ce n'est pas mauvais dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité dans la zone. D'autant plus que même, si on peut dire, les parrains des trois pays de l'AES, la Russie, avaient même proposé aux États de tout mettre en œuvre pour se réconcilier avec leurs voisins. Et donc, ça veut dire que tout doit être mis en œuvre pour que, entre voisins, qu'on puisse trouver un terrain d'accord pour ramener la paix et puis aussi un terrain d'accord pour entamer un dialogue interne, parce que sans ce dialogue interne, il n'y aura pas de paix au niveau de la CEDEAO. Et Ibrahima Yaya, après justement un rapprochement entre le Mali et l'Algérie, on a antérieurement, Tchani, c'était le président du Niger, s'était déplacé à Alger. Quel rôle dévolue à l'Algérie dans le cadre de la facilitation de la médiation entre CEDEAO et AES? Alors, oui. Ibrahima Yaya, donc par rapport à la question concernant l'Algérie, Ibrahima Kane, incontournable le rôle de l'Algérie finalement, de même que la Mauritanie dans le cadre de la médiation. Ibrahima Yaya de retour. Alors c'est par rapport à l'Algérie, on a vu un dégel, vous avez parlé de rapprochement entre
justement le Mali d'abord précédemment avec l'Algérie. Antérieurement, il y avait le déplacement de Tchani à Alger. Aujourd'hui, le Mali symboliquement signe un rapprochement avec l'Algérie. Alors, symboliquement, que peut traduire justement ce dégel dans le cadre de la médiation? Merci beaucoup. Si vous autorisez, je pourrais réagir un petit peu à ce que venait de dire Ibrahima Khan sur, disons, cette nécessité de prendre en compte le droit de l'homme pour la démocratie. Mais bon, il y a deux cas de quoi aujourd'hui. Lors du divorce et surtout sur la manière dont on construire les liens. D'une part, il y en a qui voient vraiment qu'il va falloir mettre l'accent sur ce question de l'homme, sur les à la base de l'attention entre il y en a ceux qui pensent que la CEDEAO doit revenir à son initial. On a des questions purement économiques qui glissent à rapporter à Valérie des États. Parce que s'il y a CEDEAO, c'est dans lesquels c'est justement à cause de ce coup politique, ceux dotés des. Elle n'arrive pas à obtenir. On appelle aussi les questions et demanda des eh bien, pays et nos institutions n'arrivent toujours pas à respecter. N'arrivent pas toujours à passer. Donc, il y en a qui ont pensé que ce serait mieux que la CEDEAO revienne fondamentalement sur le renforcement des liens économiques et ça il y a un débat continu. Je crois que Ibrahim a sur les partisans que le groupe faire Yahoo ici je dirais que les droits de l'homme proprement la solution de venir compromis entre ces deux postures là proprement il est des principes politiques mais revoir la première dont ils sont renforcés plutôt que d'utiliser des disons hier donc là parenthèse le globe a passé à la question de l'Algérie. L'Algérie est un élément important, est un état important. Valide le Sahel. Globalement, l'Algérie partage négatif. Elle a été l'un des États qui ont décidé. L'Algérie a joué le rôle central comme un coup pays. C'est la première fois historique. La première, c'est qu'il y a d'abord l'indépendance souverainiste, adoptée par le régime malien, qui est une position faire au contre tout ce qui peut apparaître pour une forme de tutelle étrangère. Et l'Algérie, souvent, est comme des saillies qui ont couvert la normale, notamment la manière dont il a redouté de l'accord après, la manière dont il professionnel et de d'autres fonds, de bord du temps, ça a toujours agacé de tout ce qui est au-delà. Il y a l'offensive de l'armée malienne pour récupérer les années russes, récupérer Kidal en 2023, qui a aussi été malgré l'ennemi et qui a mis par sonner le delà de l'accord d'Alger qui a été négocié par la GP américaine. En plus de cela, il y a la présence des figures maliennes qui sont basées à ce pays et qui sont considérées par le Malien comme
par un jeu joué par l'Algérie en Algérie et en hébergeant. On parle notamment de l'imam Mahmoud Koundou, hébergé aujourd'hui en Algérie. Il y a une grande bannière qui a été descendue par la Algérie, ainsi que suite. Il y a un cocktail de choses qui a fait que la relation entre l'Algérie et l'Éthiopie s'est fortement dégradée ces deux derniers jours. Je me réjouis qu'il y a là aussi qui était bien, comme je l'ai mentionné, déjà là, suivre si on veut. Il n'y a pas de solution avec les moyens. Tout le monde c'est fondamental. Il va falloir que l'Algérie a une longue expérience. Elle pourrait mettre cette expérience dans le cadre de vraiment mentionner le dialogue avec le gouvernement. J'espère qu'on va plus davantage mais l'Algérie, il y a donc qui l'Algérie a des liens forts avec du nord du Mali. Elle pourrait jamais le dialogue entre les États maliens. Donc il faut aussi il y a plusieurs raisons et l'Algérie n'est pas le seul. D'abord, oui, vraiment un élément central. Oui, l'Algérie, du point de vue historique comme enjeu dans la médiation, un atout, une opportunité qui ne date pas de maintenant, mais parce que également dans l'histoire entre les deux pays, il y a une très longue histoire, mais qui a été dégradée dans les relations par pas mal de situations expliquées ici par Ibrahima Yaya. Oui, vous savez, l'Algérie doit une partie de son indépendance au Mali. L'ancien président Bouteflika dirigeait une unité du Front de Libération Nationale à partir du nord du Mali. Et ça, les Algériens n'ont jamais oublié dans le passé et ont toujours essayé d'avoir les meilleurs rapports avec les Maliens. Vous savez, les Algériens ont octroyé, les Maliens ont octroyé, donc les Algériens ne veulent pas que, par exemple, une autonomie ou une force, en tout cas, le tenue de pouvoir aux Touaregs maliens puisse aussi influencer les Touaregs algériens. Donc, l'Algérie a un œil sur cette situation. Il faut y aller de façon sereine. Mais ce qui est nouveau dans toute cette crise, c'est le rôle, en tout cas, qu'un pays voisin de l'Algérie et en même temps de si voisin difficile de l'Algérie, le Maroc, essaye de jouer dans ce jeu-là. Il y a, depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, il y a une initiative, une initiative visant à ouvrir les pays du Sahel sur l'Atlantique en utilisant le Sahara occidental. Vous savez, comme il n'y a pas de frontière physique entre ces États et le Maroc, ça doit certainement passer par la Mauritanie et autres. Et là, ça d'abord tisse les relations entre l'Algérie et ces pays. Et non plus, maintenant, ça crée une nouvelle réalité. C'est-à-dire la réalité, on a un nouveau acteur qui vient et qui veut jouer un rôle dans la recherche de la paix, alors que cet acteur-là, pendant des décennies, était absent de la réalité sous-régionale. Ça, je pense que c'est un problème qui, s'il n'est pas réglé maintenant, risque aussi de compliquer la tâche de tous les autres acteurs, parce que le Maroc, jusqu'à présent, à travers des études, à travers des ateliers réguliers, des visites régulières des États du Sahel vers le Maroc, commence maintenant, ce projet-là commence à prendre forme. Jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où, par exemple, un pays comme la Mauritanie décidera de jouer un rôle dans cette affaire-là? Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Oui. Alors, une question à vous d'abord sur ces initiatives diplomatiques marquées par une approche sénégalaise, disons-le, une approche sénégalaise fondée sur le dialogue plutôt que sur la confrontation. Qu'est-ce que cela peut apporter comme action majeure dans le cadre de la médiation? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité régionale, mais ce que je sais, et ça c'est une leçon de l'histoire,
c'est que si vous voulez discuter avec votre ennemi, il faut que sur le champ de bataille, que vous soyez en position de force. Surtout quand vous êtes une autorité établie. Non. Et ça, parce que le rapport de force sur le terrain détermine le contenu des discussions que l'on va avoir de tous. Mais cela doit être précédé par le dialogue, quand même. Oui, mais c'est-à-dire, je dirais pas que cela doit être précédé, mais il y a une sorte de concomitance entre les deux. Maintenant, tout le problème est, par exemple, si vous prenez le cas du Burkina qui dit qu'il a maintenant reconquis un certain pourcentage de son territoire et se trouve dans une situation meilleure qu'avant, là, il peut aller à la discussion et voir maintenant avec l'autre partie qu'est-ce qu'il y a lieu. Mais pour le cas des Maliens, la situation est grave. La situation est grave parce que pour ce que l'on en sait, peut-être vraiment pour le dire, puisque les plus proches de ce théâtre, c'est que les Maliens ont perdu presque la moitié du droit de sang du pays. Il n'est plus contrôlé totalement par les autorités. Et n'oubliez pas que le Mali fait 6 fois le Sénégal pratiquement. Et donc, c'est vraiment un problème pour aller au dialogue dans un contexte pareil. Ça, c'est aussi une difficulté. Mais bon, la diplomatie peut aussi faire bouger les lignes. Espérons que les autorités sénégalaises et surtout le soutien que la CEDEAO apportera. Parce que je pense que pour que ce dialogue-là puisse vraiment commencer, il faut que le soutien de la CEDEAO prenne forme. Il faut que le soutien de la CEDEAO, au-delà de dire je vais donner une brigade et autres, il faut que l'on sente la CEDEAO impliquée dans la recherche, dans la lutte contre le terrorisme dans la région, mais aussi en même temps dans la lutte, plutôt dans la recherche d'un dialogue pour que la paix revienne. Et ça, on ne l'a pas encore vu, on est juste au début de la démarche. J'espère que d'ici 4 à 6 mois, les choses prendront plus forme parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut aller chercher les ressources. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a beaucoup insisté sur le paiement des contributions des États, sur un certain nombre de questions économiques. Et là aussi, on se demande, mais avec quelles ressources la CEDEAO va pouvoir, en tout cas, s'impliquer directement avec force dans cette recherche, de cette lutte-là contre le terrorisme. Pour espérer avoir un impact efficace dans la médiation. Et premièrement, une dernière question. Dites-nous, est-ce que vous considérez que ces initiatives marquées par le dialogue, par des initiatives diplomatiques marquées par une nouvelle approche sénégalaise, disons-le, fondée sur le dialogue plutôt que sur la confrontation, peut être un atout dans la médiation? Absolument. Moi, je veux faire un avocat de dialogue comme Ibrahima Khan. À la différence d'Ibrahima Khan, je ne dirais pas qu'il faut attendre que le rapport de force soit favorable aux autorités pour s'engager dans le dialogue. Juste parce que cette posture a été celle des autorités maliennes dès le début. Donc, en 2012, la question du dialogue avec d'autres sujets s'est posée. Les autorités maliennes ont dit attendez, on va demander quand on va avoir de l'équilibre de forces favorables. En 2007, lors d'une conférence d'entente nationale au Mali, les puissants ont demandé au Mali, ont expliqué à l'État malien de s'engager dans un dialogue avec les gros insurgés. Là aussi, les autorités ont dit attendez jusqu'à ce qu'on ait un rapport favorable. Encore en octobre 2025, alors que Bamako était le cul de ce groupe-là, des acteurs ont demandé au Premier ministre malien s'il ne serait pas souhaitable de s'engager dans un dialogue. Il a dit on ne peut pas s'engager dans un dialogue le coup soit à la bourse. Donc, disons qu'il faudra que les autorités maliennes aient un rapport de force favorable. Et vous pouvez être d'accord avec moi que les deals qu'ils auraient pu avoir en 2012, ils ne peuvent pas les payer aujourd'hui. Ni ce qu'ils auraient pu avoir comme deal en dialoguant en 2006, ils avaient accepté de dialoguer en 2020. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas là parce que le choix a continué à se détériorer année après année. Et si aujourd'hui, ils n'acceptent pas des piles, qu'est-ce qui nous dira qu'en 2030, ils ne regarderaient pas rétrospectivement et puis c'est qu'on aurait pu accepter les deals de 2020.
extérieur pour nous. Donc moi je dirais que les dialogues doivent être pour parler sur l'initiative de Diomaye. Moi j'ai venu au police pour regarder la situation au Mali. Les scénarios sont tous très peu rémisants. On assiste à une montée en puissance de ce groupe-là qui menace la capitale et que l'issue de ce conflit risquerait d'être catastrophique pour les acteurs impliqués, notamment pour les Maliens. Donc j'imagine que et si elle est pour l'autorité ou pour les Maliens, elle sera catastrophique sur toute la région. Donc c'est le moment le plus que temps pour que l'initiative régionale qui enverrait un message clair aux peuples terroristes que la région n'accepterait pas, disons, plus de déstabilisation dans la région, qu'elle n'accepterait pas que ces États-là essaient de prendre la capitale, et la région usera de tous les moyens possibles, diplomatiques, économiques, y compris militaires, pour les empêcher de parvenir au pouvoir, et en même temps envoyer des signaux aux autorités maliennes pour leur dire écoutez, il va falloir que vous ouvrez ces canaux de dialogue avec eux parce qu'on ne pourra pas continuer dans cette situation indéfiniment avec une guerre d'attrition qui s'enlise davantage et dans laquelle les conséquences humanitaires sont énormes et des risques pour l'avenir de la région et assez délétère. Donc moi j'imagine que c'est dans ce sens-là que cette initiative pourrait porter fruit et surtout de toute la région, des pays limitrophes du Mali, les au-delà, pour envoyer ce signal fort au groupe djihadiste qu'on ne les acceptera pas, qu'on n'acceptera pas qu'ils continuent de déstabiliser le Mali ce niveau-là, et aussi une injonction envers les autorités maliennes pour le pousser à aller vers un dialogue avec ce groupe-là pour essayer de trouver une solution politique à ce problème-là, plutôt que de continuer dans la guerre du jeu et d'attrition. Merci beaucoup, Ibrahima. Alors, oui, l'autre Ibrahima à ma droite, les populations, parlons-en. Quel bénéfice pourraient-elles tirer de cet apaisement entre AES et CEDEAO? Beaucoup de choses, Bayoumar. Bayoumar, savez-vous que depuis plus de 13 ans ou 14 ans, il y a énormément de régions, de zones dans ces pays-là où il n'y a ni école, où il n'y a ni centre de santé. Il n'y a absolument rien. Les populations sont laissées à elles-mêmes. Il y aura bientôt une génération d'enfants du Sahel qui n'a jamais été à l'école. Ça seulement, c'est non seulement une bombe pour ces pays-là, mais c'est une bombe pour toute la sous-région. Donc ça, que la paix revienne, que les gens remettent en place les structures d'éducation, les centres de santé, que l'agriculture reprenne, parce que ces zones-là, c'est des zones qui sont couvertes par des agriculteurs et des éleveurs, que les gens reprennent leurs activités. Ça, je pense que si on arrive à le faire, on va sauver la vie de millions de Sahéliens. Troisième point, parce que je pense que c'est important, il y a eu des raisons pour lesquelles les gens se sont soulevés contre leurs dirigeants. Ce qu'on appelle des terroristes, pour la plupart, ce sont des citoyens de ces pays-là qui se sont soulevés contre leurs États. Mais il faudra que, dans ce processus qui est actuellement enclenché, que l'on puisse avoir le temps de discuter de leurs problèmes. Il ne s'agit pas simplement des questions d'accès à la terre, il s'agit des questions de discrimination au niveau des populations. Il s'agit, par exemple, les femmes dans cette sous-région, il faut bien le dire, mais sont totalement discriminées sur pratiquement tous les plans. Il y a des problèmes de décentralisation, parce que ce que les Touaregs, ce que d'autres communautés demandent, c'est aussi ces questions-là. Donc on ne peut pas chercher la paix, on ne peut pas chercher une meilleure vie pour ces gens-là si on n'intègre pas ces données-là dans le débat qui va bientôt commencer au niveau de ces États. Oui, pour que la désescalade se poursuive et que progressivement la paix revienne
d'abord par la confiance, mais que les différents actes posent des actes concrets pour quand même le retour à la fois de cette confiance et vers une paix progressive. On aura d'autres occasions certainement pour prolonger la discussion à la prochaine émission de Sud Géo Plus. Oui, un point très rapidement. Le président camerounais, 52 jours d'absence de son territoire, un cas d'école. Non, il l'a fait pendant... Il est déjà pendant plus de 40 ans au pouvoir. Il a même une suite dans un hôtel de Genève. Ce n'est pas une nouveauté. La seule chose qui l'oblige à retourner, je pense qu'il y a une loi qui avait été votée pour que le président ne reste pas plus de 6 mois. Hors du pays, il vient et il repart. Bon, les Camerounais l'ont accepté. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Au Cameroun, il y a par exemple pratiquement pas de conseil de ministres. Il paraît qu'il y a des conseils de ministres 1 ou 2 fois dans l'année. Donc, l'absence d'un président... Oui, une des idées des prochains sujets qui seront débattus lors de la prochaine émission Studio Plus. Merci, Ibrahima Kane. Oui, un grand bravo au docteur Ibrahima Yaya. Il est le directeur exécutif adjoint pour le Sahel à International Crisis Group. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce débat. On aura certainement, Monsieur Yaya, d'autres occasions pour aller en profondeur de ces questions à enjeu. Oui, Ibrahima Kane, merci à vous d'être là également. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À nos techniciens, un grand bravo, l'équipe digitale. Rendez-vous jeudi prochain sur un autre sujet, autre thématique à enjeu dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Oui, vous êtes sur la 98.5, vous avez raison, vous y restez cette fois-ci dans le cadre de Au fil du temps. C'est avec Baba Diop, c'est parti.